Donc, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire organisé par Training New dans le cadre de notre série que vous connaissez maintenant qui s'appelle les rencontres de Training New où on essaye de mettre en avant des entreprises du secteur ou des professionnels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Luc Sampard, en particulier Sébastien et Arthur. Bonjour à tous les deux, merci pour votre présence. Rapidement pour vous présenter en quelques mots, vous aurez l'occasion de le faire plus en profondeur dans quelques minutes. Sébastien est diplômé de l'ESCP, il a commencé sa carrière en Transaction Services et puis il a rejoint en 2020 le fonds Luc Sampard. Arthur, lui, est diplômé de l'EDEC. Il a commencé sa carrière en M&A chez Deutsche Bank et il a rejoint le fonds Luc Sampard il y a quelques mois. Voilà, donc deux profils un petit peu différents avec un métier avant le pays différent. Et vous aurez certainement l'occasion d'en dire quelques mots. Donc, encore merci à tous les deux pour votre temps. Le programme du jour. Vous connaissez maintenant, vous êtes habitué à ces sessions. Je vais rappeler en quelques mots Training New au début du webinaire. Ensuite, on aura un format questions-réponses avec Sébastien et Arthur qui parcourront trois thématiques. La première thématique, c'est une présentation du fonds Luc Sampard et de ses particularités par rapport à d'autres fonds de la place. Ensuite, on rentrera dans les process de recrutement, alors à la fois pour des stages et pour des juniors, parce qu'on peut faire du PI après une première expérience en corporate finance et comme vous allez le voir. Et puis, on terminera avec une troisième partie qui est plus focus sur les missions des juniors dans un fonds de private equity. Bien sûr, on aura 15 minutes à la fin où vous pourrez directement interpeller Sébastien et Arthur en levant la main et je vous donnerai la parole où vous pourrez poser vos questions. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Q&A sur le Zoom. Training New en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors moi, je m'appelle Guillaume Pommier, j'ai cofondé Training New en 2019 avec Yung Tse Guan. Training New est basé sur un constat qu'on a fait à la fois qu'on était à votre place en tant qu'étudiant et puis qu'on a aussi fait qu'on était recruteur, notamment chez Lazare, on a fait passer beaucoup d'entretiens pour les stagiaires. Le constat, c'est celui d'un décalage entre ce que vous, étudiants, vous apprenez dans vos cours à l'école, parfois un peu théoriques, et les compétences très concrètes qui sont exigées dans les process de recrutement pour ces métiers. L'idée des Training New, c'est de compléter, non pas de remplacer, mais compléter vos cours de l'école avec un focus sur les process de recrutement, les candidatures et bien sûr le moment fatidique de l'entretien. Quelques chiffres, on a formé plus de 5000 étudiants en un peu plus de 3 ans. On a 50 heures de formation cumulées sur la plateforme que certains d'entre vous connaissent déjà. Plusieurs partenariats avec des assos, étudiants, des écoles et des entreprises qu'on met en avant. Et vous avez quelques références dans lesquelles nos étudiants ont trouvé des jobs dans différents métiers en corporate finance. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation initiale. Je vais donner la parole à Sébastien et Arthur avec une première question très simple sur Luc Sampard. Sébastien, peut-être est-ce que tu peux présenter le fonds Luc Sampard et donner ses particularités par rapport à d'autres fonds? Bien entendu, déjà merci Guillaume pour l'invitation et pour la petite introduction. Donc Luc Sampard, c'est un fonds d'investissement luxembourgeois. Donc on est basé au Luxembourg, nos locaux sont tous au Luxembourg, qui a une valeur d'actifs d'un peu plus de 2 milliards. Donc nous, on investit vraiment dans tout secteur, on investit dans tout secteur, même si on a des secteurs qu'on préfère par rapport à d'autres. Et on investit principalement en Europe, dans des pays, des régions qu'on connaît bien. Donc on investit surtout en France, dans la région Benelux, et également en Allemagne, dans la région d'Ar. Et puis aussi, on a quelques investissements aussi en Italie, dans la partie plutôt nord du pays. Et la grande particularité de Luc Sampard par rapport à d'autres structures d'investissement, c'est que nous, en fait, on ne lève pas d'argent. Donc, on a du capital qui est propriétaire. C'est vraiment nos capitaux à nous. Et ce qui nous permet de nous différencier surtout sur deux aspects. Comme on ne lève pas des fonds, on n'a pas besoin de rembourser des investisseurs. Donc, on peut être beaucoup plus long terme dans notre approche d'investissement. Et on peut être aussi beaucoup plus flexible, parce qu'on n'a pas de stratégie d'investissement, ce qu'on pourrait trouver dans différents fonds qui a différentes stratégies, différentes poches. Donc, on peut investir en minoritaire, en majoritaire, on peut aussi investir en equity et aussi en dette. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous permet de nous différencier. Ça marche. Merci Sébastien pour cette première introduction. Arthur, deuxième question, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de votre équipe? Comment se passent les missions et quels sont les différents grades au sein de l'équipe? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, ravi de vous faire cette petite présentation-ci. Alors déjà, dans un premier temps, l'organisation d'équipe, en fait, c'est assez simple. On a différentes poches d'investissement
on fait à la fois du fonds de fonds, que n'a pas forcément présenté Sébastien, mais qui est également un métier qu'on fait, et de l'investissement direct. Donc en fonds de fonds, on a, disons, trois personnes qui travaillent de ce côté-là. Et en direct, on doit avoir une quinzaine de professionnels. Et donc, pour reprendre ce que disait Sébastien, on vise les marchés français, allemands, etc. pour ne pas le répéter. En termes de grade, les noms sont évidemment pas les mêmes dans tous les fonds, mais globalement, c'est l'organisation classique Senior Associate, Investment Manager, Senior Investment Manager et après nos partenaires. Rien de bien original là-dedans. Ça marche. Merci Arthur. Prochaine question pour toi, Sébastien. Est-ce que tu peux donner des exemples de deals récents que vous avez réalisés? Alors, peut-être soit des prises de participation, soit des exits voilà, dans différents secteurs. Oui, bien sûr. Et je vais essayer d'ailleurs d'illustrer mes deux derniers propos, nos éléments de différenciation avec ces différents exemples. Alors, il y en a un, par exemple, c'est une société qui s'appelle Sogetrel, qui installe la fibre, donc qui est vraiment sur tout le territoire français. Et par exemple, sur cet investissement-là, on a fait une opération qui s'appelle une opération sponsorless. Je pense que j'ai perdu tout le monde là avec ce terme. Mais en gros, l'opération sponsorless, ça permet au management, même s'il investit une part qui est beaucoup plus petite, de rester majoritaire au capital. Donc en fait, les investisseurs financiers qui co-investissent avec le management vont investir surtout en equity et une toute petite, surtout en dette et une toute petite partie en equity, ce qui permet d'investir beaucoup plus que le management, mais de permettre au management de garder la majorité et de garder le contrôle. Et donc par exemple sur Sogetrel, on a investi 80% en obligations convertibles et 20% en equity. Peut-être un deuxième exemple, et je m'arrêterai là, qui permettra d'illustrer l'aspect long terme. On a investi dans une société qui s'appelle Evarist. Donc c'est une société aussi qui est basée en France, qui est présente sur tout le territoire français, qui a différentes activités, mais qui à chaque fois essaye de pourvoir des services aux collectivités, et notamment des services liés à tout ce qui est petits travaux d'infrastructure, gestion d'espaces verts et aussi sur l'hygiène et le nettoyage. Et par exemple, sur cette société-là, on a convenu avec le dirigeant de faire un lock-up de 7 ans, ce qui fait que si le dirigeant n'a pas envie de vendre la société, on ne pourra pas vendre la société avant 7 ans. Ce qu'un fonds normal de prêt equity ne pourrait jamais faire, sachant que normalement, la durée d'investissement est plutôt aux environs de 5 ans. Ça marche. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces deux exemples très concrets. Dernière question sur la présentation globale du fonds. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie ou de la vision de Luxempar à court moyen terme? Je peux prendre la main sur celle-là. Donc, globalement, c'est une question qui est très importante parce que la stratégie chez Luxempar a évolué assez récemment. Aujourd'hui, notre nouvelle stratégie, c'est vraiment d'être actionnaire majoritaire ou alors minoritaire important. Mettons qu'on veut au moins 10-15% du capital. L'idée étant qu'on ait vraiment notre mot à dire dans l'activité de l'investissement. Donc, mettons qu'on veut, dans les grosses masses, investir environ 250 millions par an sur des tickets entre 50 et 100 millions à peu près. Tout secteur confondu, comme on l'a mentionné avant. On a aussi l'activité fonds qui permet de nous diversifier, puisque donc, avec le fonds de fonds, on va plutôt targeter les États-Unis ou l'Asie, afin d'avoir un coverage mondial et ne pas être en concurrence avec nos investissements directs. Et il y a aussi à noter qu'on est en train d'ouvrir des bureaux à Paris et en Allemagne, donc pour bien montrer notre volonté de s'internationaliser et de faire grandir Luxembourg. Ça marche. Merci beaucoup, Arthur, pour ces éléments. Alors, passons maintenant à la deuxième partie du webinaire, partie qui vous intéresse particulièrement, vous, étudiants, c'est les process de recrutement en private equity de manière générale et chez Luxempar en particulier. Première question pour Sébastien, est-ce que tu peux présenter un petit peu le process de recrutement, à la fois pour des stages et pour des CDI chez Luxempar? Absolument. Alors, pour un stage, le process de recrutement va être en 2 étapes, avec 2 tours. Un tour vraiment très fit, où on va essayer de comprendre la motivation de la personne, pourquoi est-ce que la personne a envie de rejoindre Luxempar. Et un deuxième tour beaucoup plus technique, où là, vraiment, on
on va faire un petit event investment case, on va aller un petit peu plus en détail, voir aussi les capacités Excel de la personne. Et donc ça, c'est pour le stage. Pour un CDI, donc sachant qu'un CDI chez Luxempar, on recrute à partir du poste d'associate, qui est un peu le poste junior chez nous, où là, ça va être assez similaire, même si ça va être un petit peu plus complet. Là, ça va être plus sur 3 tours. On va avoir un premier tour RH, alors que pour le stage, le premier tour est vraiment avec 2 associates. Et d'ailleurs, pour le stage, on essaye de vous faire rencontrer le plus de monde, comme ça vous avez un peu un sentiment de l'équipe et vous voyez si justement ça fit ou pas. Et au niveau du CDI, donc un premier tour RH, un deuxième tour aussi fit avec les investment managers. Et puis après, on a un tour technique et qui en fait est une journée où l'associate vient sur place. Il passe différents entretiens et aussi différents cas techniques. Donc un peu plus complexe pour le stage. Ça marche. Alors, repassons peut-être aux stagiaires. Arthur, combien de stagiaires le fonds recrute et pour quelle date vous recherchez? Alors, globalement, on recrute tous les 3 mois un stagiaire en direct investment et un stagiaire en fonds de fonds au minimum. Parfois, on peut en recruter 2 selon l'activité. Et actuellement, il nous reste un slot disponible en direct investment pour janvier. D'accord. Alors, peut-être quels sont les prérequis et les différences entre ces deux postes? Est-ce que vous cherchez le même profil de candidat ou est-ce qu'il y a des légères différences entre les deux? Sébastien, je te laisse commencer là. Ouais, il y a des petites différences entre les deux. Il y a des petites différences parce qu'en fond, on va peut-être déjà, comme on ne regarde pas que les pays européens qu'on connaît bien, donc on va avoir peut-être un prérequis au niveau des langues qui est un peu moins élevé que sur le direct. Sur le direct, c'est vraiment très important, bien sûr, d'être bilingue anglais, mais aussi de pouvoir parler couramment soit français, soit allemand. Parce que comme on travaille vraiment sur ces deux grosses géographies-là, parfois on a des calls qui sont totalement en français ou totalement en allemand. Donc ça va être un élément qui va être très important côté direct. Après, bien sûr, côté direct, on a envie de quelqu'un qui ait aussi une expérience précédente, qui soit plus proche du métier de la transaction, alors qu'en fond de fond, ça peut être quelqu'un qui plus fait la comptabilité, qui est bien sûr aussi pu faire de la transaction. Donc c'est un peu plus large au niveau du fond. Ça marche. Merci Sébastien pour ces précisions. Alors revenons au point de départ du processus de recrutement qui est l'envoi du CV et de l'aide de motivation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur ce qui est attendu de manière générale en pays et en particulier chez Luxempar, à la fois pour le CV et pour l'aide de motivation? Sébastien, je te laisse peut-être compléter. Oui, bien sûr. Alors, donc je vais parler plus spécifiquement pour Luxempar, mais je pense que c'est un peu les mêmes choses au niveau des autres structures. Nous, on est une petite équipe, et d'ailleurs, toutes les équipes en private equity, vous allez voir, c'est vraiment à chaque fois des petites équipes. Donc, à chaque fois, on va travailler avec tous les membres de l'équipe. Donc, c'est très important de dire qu'on a envie de pouvoir travailler avec cette personne et qu'on se voit au jour le jour travailler avec cette personne. Et donc, pour nous, le stagiaire fait vraiment partie intégrante de l'équipe. Et donc, on cherche quelqu'un qui puisse justement avoir une expérience précédente, qui puisse pouvoir nous apporter aussi, et qui puisse, in fine, sur le stage, prendre un peu d'autonomie sur certains sujets. Mais vraiment, c'est en fonction un peu justement des compétences de la personne et à quel point il est autonome. On va lui léguer de plus en plus de tâches et va être de plus en plus impliqué dans le process avec nous. Ça marche. Alors peut-être, Sébastien, sur le CV et l'aide de motivation sur le CV, est-ce qu'il y a des écoles plus target que d'autres pour des stages chez vous? Quelles sont les expériences précédentes qui sont valorisées en termes de métier, du M&A, de l'audit, du TS, etc. Et pour l'aide de motivation, alors, j'imagine que c'est hyper important de personnaliser sa lettre par rapport au fonds Luxempar. Est-ce que tu as des tips à nous donner? Pourquoi en fait pourquoi Luxempar par rapport à d'autres fonds? Oui, bien sûr. Alors, sur le CV, déjà, on n'a pas d'école target, même si on va quand même préférer quelqu'un qui fait une école de commerce et qui vient, par exemple, des 5 premières écoles de commerce. Ça va plutôt être notre target. Et après, en termes d'expérience, c'est important d'avoir fait une expérience de 6 mois au moins dans un métier de transaction, donc connecté au métier du private equity. Je pense notamment au M&A, aux transactions services et aussi en conseil aux stratégies.
Après, il peut y avoir aussi des profils plus atypiques, mais ça va être un peu plus compliqué chez nous en tout cas. Et pour la démotivation, comme tu dis Guillaume, il faut essayer de personnaliser le plus possible, essayer de montrer qu'on a compris un petit peu ce qui fait différencier la structure des autres structures d'investissement et pourquoi est-ce que pour nous, ça nous paraît opportun de faire un stage dans ces structures. Alors, pour étayer sa lettre et la personnaliser, c'est toujours bien de parler à des professionnels au sein de l'entreprise. Et j'en viens à ma prochaine question sur le networking. Beaucoup d'étudiants utilisent le networking pour augmenter leur réseau puis essayer d'avoir des coups de boost au niveau du screening. Quels seraient tes conseils en fait pour gérer ça au mieux chez Luxempar? Oui, c'est vraiment super important le networking. Parce que je pense, comme vous le savez tous, les places sont chères et limitées. En private equity, c'est une petite industrie. Et donc, il va y avoir quand même beaucoup de candidats aussi avec des expériences peut-être qui se ressemblent. Et pour se démarquer, le networking et avoir quelqu'un dans la société qui puisse faire passer ton CV, c'est vraiment un énorme plus. Moi, personnellement, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de contacter des anciens de votre école qui sont dans des structures de private equity, leur demander conseil, leur demander de discuter, même juste 10-15 minutes au téléphone, et potentiellement pour qu'ils peuvent passer aussi votre CV. Ça fait une énorme différence et ça permet vraiment de se démarquer. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Et je me permets juste d'ajouter un truc. Bien sûr, vas-y Arthur. Un conseil pour vous, quand vous envoyez vos demandes, envoyez des mails personnalisés. Parce que, bon, comme vous l'imaginez, on en reçoit énormément. Et la différence entre la personne à qui on va répondre et celle à qui on ne va pas répondre, c'est vraiment est-ce qu'il y a eu un mail personnalisé, un peu de recherche faite avant, où on voit vraiment que le message nous était destiné et pas le même envoyé à 50 000 personnes, sinon votre taux de réponse sera bien moins. Ça marche. D'ailleurs, les deux canaux privilégiés, donc on a parlé des mails. Est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations sur LinkedIn et est-ce que ça Ouais, fonctionne? c'est beaucoup LinkedIn. Ça marche. Merci pour ces précisions. Alors, Arthur, on va poursuivre avec l'entretien. Est-ce que tu peux nous parler de la structure classique d'un entretien en private equity et puis nous donner aussi quelques éléments sur les entretiens chez Luxempar? Ouais, bien Alors, sûr. Sébastien en a déjà un peu parlé, mais peut-être si on peut Ouais, rentrer un peu dans le détail. tout à fait. Donc, pour reprendre un peu les éléments, euh, ça va être pareil dans tous les fonds de private equity. Et donc, je peux prendre l'exemple de Luxemport. On va avoir des questions de fit et des questions techniques. On va avoir un case et un peu d'Excel. C'est le cas dans la plupart des fonds. L'idée étant de savoir si les personnes sont opérationnelles day one et qu'est-ce que, où elles en sont en fait. Puisque comme vous le disiez Sébastien, chez nous, on est une petite équipe. Pour nous, l'objectif, c'est que le stagiaire soit vraiment un membre à part entière et on n'a pas de tâche de stagiaire désignée. Parce que le stagiaire peut offrir, entre guillemets, que des trucs moins intéressants. Chez nous, c'est vraiment pas ça. On n'a aucun problème à donner un peu de valeur à un stagiaire qui a prouvé qu'il en était capable. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on cherche à savoir où en sont les gens. C'est quelque chose qui est important pour nous. Euh, donc, globalement, pour éviter de reprendre les mots de Sébastien, je résumerai la situation comme ça. Ça marche. Et du coup, peut-être sur le case, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi ça consiste? Alors, j'ai compris qu'il y avait un petit peu d'Excel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est l'analyse d'une cible? Est-ce que c'est un LBO modèle assez classique? Comment tu peux, en quelques mots? En Juste fait, quelques c'est deux mots, choses sans bien sûr différentes. dévoiler les secrets de Ouais, l'entretien. bien sûr. En fait, ce qu'on fait, c'est que on envoie un investment case à faire, à préparer chez soi et à restituer à l'oral après. Et cette partie-là n'implique pas d'Excel. C'est vraiment la compréhension de l'entreprise et du case d'investissement qu'on discutera après pour comprendre un peu la compréhension du candidat. La partie Excel, c'est autre chose. C'est pendant l'entretien, on se met sur un Excel et on pose quelques questions classiques pour voir un peu la maîtrise de l'Excel. Mais c'est juste des questions assez classiques. Rien de bien inquiétant là-dedans. Ça marche. Alors, Arthur, tu as fait du M&A avant. Et Oui, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les différences principales en termes d'attendu technique entre le M&A et le PI? Bien sûr, il y a des similarités, mais quelles sont ouais. les petites différences entre les deux? C'est pas une question évidente puisque ça va dépendre d'une banque à l'autre et d'un fonds à l'autre.
Dans les grandes lignes, je dirais que le socle technique est le même, par définition. Après, là où en banque, vous pourrez avoir des questions à la création d'édition, c'est quelque chose qu'on ne regardera pas en PE. Donc, évidemment, on aura des questions qui seront un peu plus tournées sur le LBO. Mais la connaissance des méthodes de valo pourrait être quelque chose d'important aussi. Euh, je dirais que dans les grandes lignes, si vous êtes prêt pour l'un, vous êtes prêt pour l'autre. Maintenant, évidemment, vous voyez de manière assez évidente, je dirais, ce qui va s'appliquer à l'un ou à l'autre et comment vous préparer au mieux. Mais globalement, évidemment, les méthodes de valo restent les mêmes, donc les questions seront assez similaires. Ça marche. Merci Arthur. Alors Sébastien, j'imagine que tu as fait passer beaucoup d'entretiens pour Luxempar depuis plus de 2 ans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui différencie les bons et les mauvais candidats? Ça m'est arrivé d'en faire passer quelques-uns. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord. Pour moi, déjà, la technique, c'est la base. C'est la base d'avoir un petit peu, de savoir un petit peu comment se déroule un modèle LBO, de connaître un peu les techniques, un peu, les questions fondamentales un peu de corporate finance, les données un peu basiques. Donc, c'est pas sur ce point-là qu'un candidat va se démarquer. Après, je dis ça, mais on n'est pas tous d'accord dans l'équipe. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très subjectif. Pour moi, bon, la technique, il faut l'avoir. Si malheureusement, quelqu'un ne sait pas comment marche le LBO, malheureusement, c'est compliqué après. Mais pour moi, là où un candidat peut vraiment se démarquer, c'est sur le fit. Et pour moi, le fit, c'est vraiment montrer qu'on a compris déjà ce que fait la société, qu'on a fait des recherches, et ça montre qu'on est vraiment intéressé pour rejoindre la structure. Pour moi, vraiment, c'est vraiment crucial. Et aussi, même quand, par exemple, à la fin, le recruteur va te demander de poser des questions, de par tes questions, tu peux montrer déjà que tu as fait des recherches, que tu sais un petit peu ce que fait la société. Et en même temps, tu peux montrer que tu es vraiment intéressé et que tu as envie de savoir comment ça se passe dans la structure pour t'y projeter. Ok, ça marche. Merci Sébastien. Alors, on va passer à la troisième partie de ce webinaire consacré aux missions en poste, aux missions des juniors en poste. Ma première question sur cette partie, elle est pour toi, Arthur. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle du junior, alors stagiaire, analyste ou associate chez vous, qui est le grade le plus junior en CDI. Quelles sont les missions en poste et quel est le rôle de ce junior? Globalement, le rôle du junior, ça va être d'analyser l'investissement et de pouvoir en parler avec les personnes un peu plus seniors. Donc ça va aller dans les premières étapes euh, à la recherche d'informations, surtout quand pour les equity, l'information n'est pas toujours extrêmement disponible. Donc parfois, ça peut être une partie très importante. Euh, Après, ça va être un petit peu de valorisation en fonction de où on en est, si c'est une cible préliminaire. Après, si c'est sur un deal, ça va être un petit peu différent. Mais globalement, ça va être ça les grands éléments, ça va être présentation d'investissement et travail au jour le jour sur l'entreprise et la compréhension de son activité et de sa valorisation. Ça marche. Merci beaucoup, Arthur. Sébastien, comme j'ai dit, ça fait plus de 2 ans que tu es chez Luxempar. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de mission qui t'a marqué et nous expliquer pourquoi? Oui, absolument. Donc, je vais reparler de la société Evarist. C'est vraiment le dossier qui m'a le plus marqué et qui me marque le plus toujours en ce moment. Alors déjà, pourquoi? Parce que c'est une société qui a fait l'objet d'un process de recrutement, de vente en 2019 par Lazare et malheureusement qui n'est pas allé au bout. Et donc, en fait, nous, on a réussi à être en contact avec le fondateur, avec le dirigeant. Donc, on était vraiment en process en one-to-one avec eux. Donc, c'était pas du tout un process intermédiaire. Donc, par exemple, tout ce qui est éléments de due diligence, même côté vendeur, on les a fait avec le management. C'est nous qui avions réalisé le BP aussi avec le management. Donc, c'était vraiment un process un peu atypique. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est toujours le dossier qui me marque le plus? Parce qu'aujourd'hui, je travaille, je dirais peut-être la moitié de mon temps sur le suivi du dossier. On a investi en novembre. On a déjà réalisé, par exemple, 4 build-up avec cette société.
donc a déjà acquise 11 sociétés. On a aussi négocié une nouvelle ligne de dette pour pouvoir continuer à faire des acquisitions. Donc, on est vraiment sur un rythme effréné d'acquisition et c'est super excitant. Peut-être Sébastien, si tu peux rappeler pour nos étudiants le build-up rapidement. J'imagine que certains savent, mais peut-être pas tout le monde. Alors, je te laisse. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le build-up, en fait, c'est juste une acquisition qui est faite par l'une de tes participations. Donc, Evaris, par exemple, qui rachète une autre société, ça va être considéré comme un build-up. C'est pas une acquisition que l'on fait en direct, que la structure d'investissement fait en direct. Ça marche super. Merci Sébastien pour ces éléments. Arthur, tu viens de rejoindre Luxembourg il y a quelques mois. Oui. C'est toujours, tu as fait du M&A avant. Il y a quelque chose qui est important pour les jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le work-life balance, ou comment bien concilier sa vie pro et sa vie perso. Quels seraient tes principaux conseils pour bien concilier les deux? Euh, Mes conseils, globalement, c'est quelque chose auquel, comme tu disais, les gens font de plus en plus attention. C'est quelque chose auquel on est vigilant chez Luxembourg également. Vérifier la charge de travail de chacun. On a chaque semaine un call pour faire le point sur la charge de travail des gens, est-ce qu'on a un problème ou pas. Et après, chez Luxembourg, on essaie de mettre en place de plus en plus d'événements de team building, de sortir ensemble, enfin, de vérifier, de mettre en place une vraie cohésion des équipes. Donc, c'est quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance. Et puis, ça permet d'avoir une meilleure ambiance au travail. Donc, c'est win-win. Ça marche, super. Merci à Arthur pour ça. Et peut-être la dernière question avant de passer au Q&A, elle est pour toi, Sébastien. Quelles seraient, selon toi, les qualités d'un bon stagiaire et d'un bon junior? Alors, je pense de manière générale, Amphi, et puis peut-être si tu as quelques mots sur le Luxembourg en particulier, comme toujours, c'est bien. Ouais, alors je pense que déjà la première qualité, la première chose à avoir, c'est d'être quelqu'un de curieux. Quelqu'un de curieux, quelqu'un qui essaie de creuser les choses, de comprendre. Parce que normalement, quand vous faites un stage, vous êtes là pour apprendre, et vous êtes là aussi pour vraiment apprendre le plus possible. Et donc, vraiment, ne pas hésiter à poser des questions à ses supérieurs, poser le plus de questions possible pour être le plus rapidement up-to-date et pouvoir vraiment avoir un impact et pouvoir contribuer dans la société. Aussi, sur le travail qu'on va donner aux stagiaires, ce qui est important, c'est de se sentir impliqué vraiment et responsable de son travail. Donc vraiment aller au fond des choses, ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on ait vraiment couvert tous les aspects du sujet et qu'on se dise que voilà, mon output, c'est vraiment mon output final après avoir creusé dans tous les sens pour vraiment faire le tour du sujet. Et in fine, mais ça c'est plus sur la dernière partie de stage, après avoir eu quelques expériences en stage, être plus autonome pour être autonome dans les missions qu'on confère aux stagiaires. Ça marche, merci Sébastien. Alors, avant de passer au Q&A, on est en octobre, certains sont en plein process de recrutement, on recherche leur stage pour janvier ou peut-être plus tard. Donc, je me permets juste de dire quelques mots sur la plateforme TrainingNew. Vous pouvez retrouver beaucoup d'éléments pour vous aider. On a 3 packs qui sont disponibles, vous le savez. Ces 3 packs sont sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez les résilier à tout moment, prendre que 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment à la carte. Vous avez différents éléments. Le premier, le pack Summer, est dédié au Summer Internship, donc ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais plutôt parler du pack de luxe, du pack Premium. Vous avez dans les 2 packs des cours qui, sur le M&A, qui reviennent sur chacune des thématiques principales en technique. Et comme a dit Arthur, le socle, c'est le même. La compta, la valo, les mergers. Les mergers, la BO, tout ça, ce sera nécessaire aussi en fond. Des cours ensuite sur chacun des métiers en corporate finance, dont le PI, mais aussi le CM, DCM, TS, audit, etc. Et 2 cours sur les outils pratiques, Excel et PowerPoint. On a compris qu'il y avait un petit test Excel chez Luxembourg. Ça peut vous servir pour apprendre à modéliser. On a aussi des exercices, des questions d'entretien corrigées, des tests techniques dans le pack premium, des fiches sur les banques, principales banques, des fiches sur les fonds où on vous présente le fonds, on vous aide à répondre à la question pourquoi cette banque ou pourquoi ce fonds. On vous donne des exemples de deals récents, on vous présente le portefeuille, on vous donne des questions d'entretien aussi qui sont tombées récemment, tirées de nos comptes rendus avec nos anciens étudiants.
1 heure de coaching hebdomadaire avec un professionnel qui est compris dans le pack premium en format Ask Me Anything. Prochaine session pour ceux qui sont déjà abonnés jeudi avec moi à 19h, 19h30 sur la partie finance. Et vous avez aussi le replay de tous nos webinaires et nos podcasts, dont certains sont exclusifs. Voilà, j'en ai fini avec ces packs-là. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent booster, enfin commencer ou booster leur préparation dans le domaine. Voilà, on passe maintenant aux questions. J'espère que vous en avez beaucoup pour nos deux invités. Alors peut-être si certains veulent lever la main pour poser la question à l'oral, c'est toujours plus sympa et plus interactif. Sinon, on a toujours le Q&R. Donc là, pour l'instant, j'en ai dans le Q&R. Je vais commencer avec le Q&R. Première question, on vous demande si vous recrutez des profils en sortie d'école en CDI. Je pense que ça a déjà été répondu, Sébastien, mais peut-être je te laisse en reparler. Ouais, je pense que je vais prendre cette question. Alors, je pense que chez nous, c'est ce que vous allez retrouver dans les autres structures aussi de private equity. C'est quelque chose qui se fait, mais seulement à la suite d'un stage. Si la structure d'investissement, normalement, le poste de junior en private equity, c'est vraiment un poste d'associate après avoir fait 2-3 ans d'expérience. Mais dans des cas exceptionnels, si on considère qu'un stagiaire a vraiment été très bon, on peut potentiellement convertir. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec l'un de nos anciens stagiaires qui est maintenant en CDI chez nous il y a 6 mois. Mais c'est vraiment quelque chose plus d'exceptionnel que normal. Et avec les autres structures, c'est un peu pareil. Quand vous regardez les différents profils de gens sur LinkedIn qui ont directement commencé après l'école, c'est parce qu'ils ont fait un stage dans la structure dans laquelle ils ont commencé en CDI. Ça marche, merci Sébastien. Prochaine question. Arthur, peut-être pour toi, est-ce que tu peux Mm. nous donner une question type d'un entretien en private equity? Une question de type, c'est assez difficile parce qu'il y a différents types de questions qu'on a déjà évoquées avant. Bon, les questions de fit, c'est des questions que vous connaissez, rien de extraordinaire et qu'on a déjà évoquées. En termes de valo, ça va être présenter les différentes méthodes de valo, comment marche un LBO, comment est-ce que vous calculez vos free cash flows, ce type de questions pour vérifier que vous avez le socle de connaissances de base. Et après, je dirais des questions plus vérifiées que vous avez travaillé sur le Xampar et que vous avez, par exemple, la possibilité de nous présenter un investissement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans un investissement qu'on a fait, ou pourquoi ce secteur, vérifier un peu que vous avez fait vos recherches avant de venir en entretien. Ça marche. Merci Arthur. Alors, la prochaine question d'Adrien, on a déjà un peu répondu. Je la présente quand même. Je pense qu'on peut elle peut être pertinente pour des stages. Mais est-il envisageable d'être recruté en CDI après 3 stages en expérience, en start-up, en VC, en PI, sans passer par M&A et TS? Donc, je pense que Sébastien a déjà répondu pour dire que c'était exceptionnel d'être recruté directement en CDI. Mais j'imagine, peut-être pour prolonger la question, après une première expérience de 1, 2, 3 ans en VC, dans un autre fonds de PI ou en startup, est-ce que c'est possible d'être recruté au niveau associate chez Luxempar? Si c'est que des stages, je pense que ça va être compliqué. Après, si quelqu'un, par exemple, et je pense notamment au profil qu'on a recruté directement en CDI, je pense que par exemple, si cette personne n'avait pas fait un stage chez nous, mais il a fait peut-être d'autres stages avant, on l'aurait peut-être recruté, notamment parce que avant son master, il avait travaillé pendant 2 ans en fonds de PE. Donc oui, c'est un profil assez particulier, mais je pense que quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience, d'expérience en CDI auparavant, en tout cas chez nous, il faudrait qu'il passe par un stage chez nous pour être directement recruté en CD. Ok, et donc du coup, vous préférez des profils, par exemple, pour recruter au niveau associate, qui ont fait 2-3 ans de TS ou de M&A par rapport au VC. Ouais, par rapport au VC, ouais. Parce que c'est quand même un métier qui est différent, le VC et le PE, même si c'est très bien d'avoir un stage en VC. Et d'ailleurs, au recrutement d'un stagiaire, ce sera très bien considéré chez nous. Mais c'est vrai que pour rentrer en PE, soit on est en fait du PE avant, mais sinon, ouais, M&A, TS ou conseil en strat. Ça marche. Merci Sébastien. Prochaine question de Valentin. Vous avez parlé d'un roulement de recrutement tous les 3 mois. Arthur, recrutez-vous pour le mois de mars? Et si oui, à quel poste? Tu en as un peu parlé, mais je te laisse peut-être Ouais, répéter les infos. ouais, tout à fait. On aura un stagiaire dans l'équipe Direct Investment qu'on recrutera pour le mois de mars. Pour l'instant, on est sur celui de janvier, mais après, oui, ce sera la prochaine étape. Ça marche.
Parfait. Bon, on a des questions, je les repose, mais on en a déjà un petit peu posé, on en a déjà un peu parlé pendant le webinaire, donc on va aller assez vite. Sébastien, tu avais parlé des langues. Donc, vous avez qualifié l'allemand comme très conseillé. L'anglais n'était pas suffisant pour travailler chez Luxempar. Donc, je laisse peut-être Sébastien reparler de l'anglais, de l'allemand ou du français pour les différentes zones d'intervention de Luxempar. Oui, alors si tu parles français, l'anglais, c'est suffisant. Voilà. C'est soit anglais-français, soit anglais-allemand. Mais il faut justement pouvoir parler comme un natif et tout comprendre, soit en français, soit en allemand, en plus de l'anglais. Ok, super. Merci Sébastien pour la clarification. Question de Irfan. Donc on a un petit peu parlé, mais voilà, pour confirmer une expérience dans l'audit. En audit permet d'avoir un stage chez vous. Sébastien, est-ce que c'est l'audit, ça peut aller Alors, ou c'est vraiment plus TS, M&A, conseil en strat? pour l'activité d'investissement direct, ce sera vraiment plus TS, M&A. Alors que l'audit, ce sera OK pour un stage en fonds de fonds. Voilà. Ça marche. Merci. Arthur, peut-être pour toi, parce que tu avais parlé de l'Excel. Quand vous parlez de compétences Excel, vous parlez de compétences basiques avec logiciel ou plutôt de codage avec VBA? Ce qu'on va demander, c'est basique. Maintenant, le VBA, c'est clairement un plus, mais c'est pas du tout un prérequis. Ok, très clair. Prochaine question de Guillaume. Est-ce qu'on double diplôme avec une école d'ingénieur est valorisé durant votre recrutement? Donc, Je j'imagine vais école peut-être de prendre commerce, école celle-là. d'ingénieur. Étant donné que c'est mon cas, oui, je te confirme que c'est valorisé, évidemment. Mais d'ailleurs, Sébastien n'avait pas mentionné les écoles d'ingénieurs dans nos targets, mais c'est complètement dans les écoles target. Les ingénieurs sont évidemment des candidats qu'on regarde et qu'on aimerait d'accueillir. Ça marche, super. Question de Élise. Alors, peut-être vous pouvez y répondre tous les deux. À quoi ressemble l'une de vos journées type? Alors, c'est ça la beauté du métier, et c'est ça la beauté du private equity, c'est qu'il n'y a aucune journée type. Parce qu'on peut travailler sur un nouvel investissement, et d'ailleurs, c'est très différent de travailler sur un nouvel investissement où on vient de regarder la société, ou alors quand on est dans une phase vraiment de process, dans une phase de due diligence, où on va beaucoup plus en profondeur. Et puis après, il y a aussi l'autre partie du métier qui est plus le monitoring, où on va travailler sur les sociétés en portefeuille. Et là, ça peut vraiment ça peut être très, très, très disparate comme mission. Ça peut être par exemple, faire des build-up, du M&A pour la société, ou alors travailler sur les aspects stratégiques, potentiellement de restructuration, du recrutement de personnes dans le management, de personnes sur le board. Donc vraiment, il n'y a pas de journée type. Arthur, tu nous confirmes? Ouais, exactement. Ça marche. Alors, Valentin qui nous pose une autre question, qu'on va un peu plus loin sur les stages précédents. Alors, le mieux pour vous, ce qui est le plus valorisé entre les deux, est-ce que c'est M&A ou TS pour reprendre en stage? En fait, c'est pas facile à répondre parce que les deux ont leurs avantages. Euh, et même quand tu regardes un stage dans M&A, tu vas voir ce qui va nous importer, c'est les missions qui ont été réalisées pendant le stage. Parce que par exemple, quelqu'un qui n'aura fait que du sell side, c'est-à-dire qui n'aura fait que de la gestion de data room, en mettant les choses dans les grandes lignes, aura un parcours forcément un peu moins intéressant que quelqu'un qui aura fait plus de buy side. Donc, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Ce qui va vraiment compter, c'est la façon dont la personne aura tiré une expérience de son stage, ce qu'elle aura appris, et ce qu'elle sera capable de réutiliser plus tard. Mais les deux sont des bonnes expériences. Ça marche. Merci Arthur. Une question, recrutez-vous en mai-juin? Donc, j'imagine que oui, c'est tous les 3 mois, ils l'ont dit. Donc, il y aura des recrutements pour cette période-là aussi, on peut passer. Question de Ashraf, on a un petit peu parlé, mais je vais laisser peut-être Sébastien redire quelques mots là-dessus. Quelle zone géographique vous couvrez en termes d'investissement? Alors sur l'activité directe, donc ça va être la France, tout le Benelux, donc la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Si le Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de cibles, on ne fait pas beaucoup d'activités au Luxembourg. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et aussi l'Italie du Nord. Donc ça, c'est en termes d'investissement direct. Et puis après, comme le disait Arthur, dans les fonds de fonds, on va plus cibler des fonds de private equity qui investissent principalement aux États-Unis et en Asie. Ça marche. Merci pour le rappel. Alors, Sacha qui vous demande quelles sont les tâches que vous aimez le plus dans votre travail et puis quelles sont celles que vous aimez le moins aussi. Je vais peut-être commencer par moi. Donc moi, ce que j'aime le plus dans mon travail,
c'est vraiment la compréhension de ce que fait l'entreprise. C'est d'ailleurs un peu ce qui pouvait manquer en M&A, où tu es uniquement le conseil, où en rigolant, tu dois vendre quoi qu'il en coûte. Là, tu cherches vraiment à savoir si l'investissement sera intéressant et donc à comprendre de A à Z ce que fait l'entreprise, lui donner une valorisation, comprendre son marché, etc. Et c'est vraiment ce point-là que je trouve très intéressant. Et le moins, peut-être, Arthur. Le moins, disons l'administratif, comme tout le monde. Ok, ça marche. Sébastien? Ouais, je suis complètement d'accord avec Arthur et je rajouterais même au plus d'administratif. Bon, après, c'est malheureusement quelque chose sur lequel je pense qu'il faut tous qu'on travaille. Et en plus, un profit financier, c'est pas quelque chose avec lequel on est très à l'aise. C'est l'aspect légal. Parce que par exemple, même quand on est sur un deal, il faut relire les contrats, et notamment sur cette acquisition Evarist, on a mis en place une dette unitranche. Tu avais des contrats qui faisaient 250 pages. Yes. Donc, c'est pas toujours évident. Yes. Ça marche. Alors, une question sur les formations cibles. Vous avez parlé d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a des universités qui sont aussi dans vos cibles? Oui, je pense que, enfin, oui, j'ai parlé peut-être un peu trop spécifiquement des écoles de commerce parce que c'est là d'où viennent la plupart de nos stagiaires, mais absolument quelqu'un avec des bonnes expériences et avec une université derrière, je pense que ça peut tout à fait convenir absolument. Le plus important pour nous, et c'est pour ça même, d'ailleurs, quand j'ai répondu en disant qu'on n'avait pas vraiment d'école cible, c'est vraiment l'expérience derrière. Euh, pour nous, c'est le plus important, même plus que l'école. Alors justement, ça fait une bonne transition avec la prochaine question. S'il n'y a pas forcément d'école target ou cible, mais que le candidat a des expériences, alors j'imagine peut-être en CDI, en TS et en PI, est-ce qu'il peut intégrer au niveau associate Luxembourg? La réponse va être rapide, oui. Yes. Question très simple, est-ce que vous valorisez le CFA, pardon, level 1 sur le CV? Ouais, Non. globalement, on le prendra en compte, mais c'est pas un élément déterminant non plus. C'est pas un prérequis du tout. Yes, ça marche. Ok, avez-vous des conseils pour décrocher un CDI en private equity en sortie d'école? Alors, bah, du coup, je pense que chez Luxembourg, on a compris que c'était compliqué, mais de manière générale, est-ce qu'il y a des conseils pour directement, je pense qu'il y a des fonds qui recrutent C'est aussi ça. directement au niveau jeune diplômé. Quels seraient vos conseils? Vous qui avez un petit peu de recul sur le secteur. Bah, le conseil, c'est de regarder les fonds qui recrutent des juniors en sortie d'école et à faire du networking auprès de cela pour essayer d'obtenir des entretiens. Je dirais que c'est la meilleure stratégie. Ça va être un peu de recherche de votre côté, et puis networking. Ouais, avoir quelqu'un qui puisse appuyer votre candidature dans le fond, surtout en n'ayant pas fait de stage dans le fond, et donc ça veut dire que les personnes ne te connaissent pas, c'est essentiel. Ouais. Moi, j'en aurai un. J'ajoute juste aussi un autre petit conseil, c'est suivre le cours de PI et de LVO sur la plateforme Trading. Voilà, ça va vous aider. Euh, ensuite, d'accord, vous ne prenez donc pas de stagiaires qui n'ont aucune expérience. Ben oui, j'imagine que la réponse est oui, Sébastien, Ouais. sûr. Je pense que du Ouais, coup, c'est plutôt des deuxièmes parties de césure ou des fins d'études. Voilà, pour aussi le dire clairement. Maxime qui nous pose la question sur le fonds de fonds. Est-ce qu'il y a des passerelles entre le fonds de fonds vers l'investissement direct après 2 ou 3 années d'expérience? alors absolument, et justement, je reprends l'exemple de ce stagiaire qu'on a converti en CDI, qui justement avait 2 ans d'expérience en fonds de fonds. Après, c'est important d'avoir aussi une expérience préalable, plus en corporate finance, dans les métiers de la transaction, en plus d'avoir cette expérience de 2, 3 ans en fonds de fonds. Mais absolument, c'est quelque chose qui se fait. Ça marche. Question de Iman. Pour la partie technique de l'entretien en PI ou M&A, que faut-il maîtriser exactement? Alors, je pense que là, c'est une question qui est super large. Arthur en a déjà parlé. Écoute, si tu veux, en fait, tu vas juste sur le site de Training You, tu vois en fait quels sont les cours proposés et c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut maîtriser. Voilà. Mais je pense que c'est assez large pour répondre à ta question. Il y a différentes thématiques, la comptabilité, le bridge, la valorisation, les mergers, les LBO. Il y a des focus aussi sur le financement en pays et sur d'autres éléments. Mais voilà, va sur la plateforme et tu verras, il y a beaucoup d'éléments enfin, le site, hein, beaucoup d'éléments qui sont indiqués.
Prochaine question, est-ce qu'une formation financière avec des options en fiscalité peut-elle être valorisée? Alors, Sébastien, tu parlais de l'aspect légal tout à l'heure. Est-ce qu'une spécialité en fiscalité peut servir? Ouais, je pense que ça peut être valorisé, bien sûr, et servir. C'est un sujet, un métier qui est vraiment très vaste, le métier du private equity. Après, sachant que si tu as une formation un peu plus fiscale, il faut quand même appuyer ça avec des expériences plus liées au métier de la transaction. Sans expérience de transaction, ça va être compliqué. Ça marche. Je vais y répondre aussi rapidement parce qu'on a déjà parlé de ça. Y a-t-il une démarche spécifique pour postuler pour un stage? Bon, voilà, on a déjà parlé en fait pendant le webinaire. Bien sûr, il faut bien candidater, CV, lettre de motivation, le networking, le niveau technique requis. Enfin, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Après, la question, c'est peut-être spécifiquement chez Luxembourg. Nous, on poste nos offres sur LinkedIn, sur le job teaser des écoles, etc. Mais globalement, vous ne devez pas avoir de difficulté pour trouver nos offres. Yes, ouais, pardon, effectivement, si c'est pour Luxembourg, voilà, je vous laisse répondre. Ok. Est-ce que les étudiants en master finance de la Sorbonne ont aussi leur chance d'avoir un stage chez Luxembourg? Sorbonne, ça va être compliqué. Les autres universités. Non, je rigole, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun souci. L'important, comme j'ai répété, c'est l'expérience. Ça marche. Question de Gaëtan sur sur le fonds Luxembourg en particulier. Combien de deals vous closez chaque année et tous les combien de temps vous lancez un nouveau fonds en moyenne? Alors là, je vous laisse, Alors, Sébastien pour un la petit peu parler question de ça de aussi. nouveau fonds, en fait, on n'a pas de fonds, puisqu'on a du capital permanent, comme disait Sébastien à la base. Donc, c'est vraiment un point à comprendre, ça, et qui vraiment nous différencie par rapport aux fonds classiques. C'est que nous, en gros, le capital, on l'a depuis 30 ans et on le fait grossir à chaque étape en achetant et en revendant des entreprises. Donc, on n'a vraiment pas cette problématique-là, ce qui est un énorme avantage. Et après, combien de deals par an? Ben, notre stratégie, c'est de déployer 250 millions sur des tickets entre 50 et 100 millions. Donc, je te laisse faire le calcul, mais mettons 3-4 deals par an. Après, le contexte en ce moment économique est un peu plus compliqué. Donc, on cherche vraiment à trouver les pépites. On en aura peut-être un peu moins et un peu plus quand la situation repartira. On n'a pas de chiffres cibles, mais dans les grandes lignes, les éléments sont là. D'ailleurs, je rebondis sur ce point, Arthur. Enfin, dire, c'est pour vous deux. Est-ce que vous sentez déjà en fait le ralentissement du cycle économique? Est-ce qu'il y a des impacts aussi sur les prochains recrutements potentiels? Comment vous ressentez ça? Non, complètement. On ressent depuis mai, depuis le début de l'année, c'est beaucoup plus calme que l'année dernière. Ça, c'est certain. Pour nous, en termes de recrutement, ça n'a pas d'incidence. Alors peut-être que, oui, c'est vrai que l'année dernière, on prenait peut-être 2 stagiaires, là, on n'en prend qu'un, mais on va toujours recruter un stagiaire, on a toujours du travail à faire. Et puis même si on est dans une période un peu plus compliquée, ça ne nous empêche pas de regarder des nouveaux dossiers et d'investir. Nous, on est vraiment on a un peu un rolling basis dans notre portefeuille. On fait des sessions, on investit. Donc, on fait ça chaque année. Ça marche. On a une question de Élise qui aimerait peut-être un point de clarification. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre le fonds de fonds et l'investissement direct? Effectivement, on C'est n'est vrai peut-être qu'on pas est un assez. peu parti du principe que c'était clair, mais Ouais, on on n'est va peut-être pas donner des assez. détails pour que tout le monde soit sur la même page. En gros, l'activité de fonds de fonds, l'idée, c'est d'investir dans des fonds d'investissement. Donc, d'être un LP, en fait, dans différents fonds. Donc, auquel cas, là, ce qu'on va regarder, c'est les équipes des différents fonds, leur background, pour vérifier qu'on a confiance en eux et qu'on pense qu'ils feront des bons retours. Là où en direct, on se place au niveau donc, de ces fonds-là et on achète directement des entreprises dans lesquelles on investit. Voilà, très, très clair. Merci beaucoup, Arthur. Question de Ashraf. Quel est le TRI minimum attendu généralement au moment de vos investissements? Vas-y. Ouais, alors je pense que disons que si dans le best case, donc le cas du management, si on n'a pas plus de 20% de TRI, on va se dire que ça va être compliqué parce que le cas du management, c'est notamment un cas qui est toujours un peu plus agressif. Après, non, quand nous, on va refaire nos cas et qu'on va refaire tourner un modèle, je pense qu'on essaye d'avoir un TRI qui est peut-être plutôt au-dessus au moins des 15, voire des 18%.
parce que, disons que notre objectif, en termes de structure d'investissement, Luxembourg en global, c'est de faire plus de 12% de TRI. Ça marche. Merci, Sébastien. Et après, juste pour compléter cette réponse, on a aussi souvent une réflexion en termes de multiples plutôt que de TRI, puisqu'on peut avoir des investissements sur des temps un peu plus longs qui vont évidemment réduire un petit peu le TRI. Mais donc, vu qu'on cherche à arriver à 12% au final, c'est quelque chose qu'on prend en compte et donc on peut réfléchir en termes de multiples. Ça marche. Une question aussi, prenez-vous des L3, on a déjà répondu. Sans expérience significative avant, c'est compliqué. Donc, c'est quand même plus à un stade M1, M2 en deuxième partie de césure ou en fin d'études. Ensuite, une question peut-être un peu indiscrète, on va quand même vous la poser. Est-ce que vous pouvez parler de la rémunération pour le premier CDI au Luxembourg? Alors, si jamais une information confidentielle, évidemment, vous êtes libre de ne pas répondre. Mais si vous avez des éléments à nous donner là-dessus, voilà, on vous laisse en parler. Ouais, après, je dirais peut-être mon expérience, où en gros, moi j'avais une proposition aussi d'une autre structure d'investissement en France. Et en termes de salaire, disons qu'au Luxembourg, et c'était aussi un fonds de private equity, on était 10 à 20% au-dessus en termes de salaire. Après, comme nous aussi, ça va être particulier, là je vais aller un peu plus dans les détails. Comme nous, on est une structure qui ne lève pas de fonds, on n'a pas de ce qu'on peut appeler de carried interest. Mais on a un autre type de bonus qui est indexé sur la performance du cours de l'action. D'accord. Très clair, voilà, parce que du coup, Luxembourg est une société cotée à la bourse de Luxembourg. Et peut-être, Sébastien, rapidement, le carried, dans un fonds classique, tu peux en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, le carried, c'est une partie de la surperformance que tu as réalisée qui va être distribuée au manager du fonds. Et en général, les investisseurs requièrent un TRI qui est au-dessus de 8%. Et donc, quand tu dépasses ce niveau de 8%, tu reçois une partie de cette surperformance. Et en général, c'est un pourcentage de 20%. Ça marche super. Et dernière question. Alors, tu as répondu, les stages peuvent-ils déboucher en CDD et CDI de manière exceptionnelle? Sébastien a répondu. En général, non, mais de manière exceptionnelle, potentiellement. Voilà, on arrive peut-être à la fin de la webinaire. Peut-être une dernière question pour conclure, moi je vous la pose. Vous avez tous les deux eu des expériences différentes avant de rejoindre Luxembourg. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à passer du TS au PI ou du M&A au PI et en particularité chez Luxembourg? Bon, je vais peut-être commencer, Arthur. Vas-y. Alors, moi, ça va être assez simple. Moi, j'avais fait un stage de fin d'études chez Ardian dans l'équipe de co-investissement et j'avais vraiment adoré mon stage. J'avais adoré mon stage parce que c'est un métier qui est extrêmement divers, parce que tu regardes vraiment tous les aspects des sociétés. Tu es aussi tout le temps en train de regarder des nouvelles sociétés, des nouveaux secteurs. Donc, tu en apprends justement sur ces nouvelles sociétés, sur ces secteurs. Tu en apprends vraiment tous les jours. Et donc, je savais en sortant de cette expérience que je voulais travailler en investissement. Après, je suis passé par le TS parce que déjà, les fonds recrutent souvent après 2-3 ans d'expérience. Et c'est important aussi, je voulais amener une sorte de spécialisation. Et étant plutôt un profil mathématique, je me suis tourné plutôt vers le TS et les chiffres. Ça marche, Arthur? De mon côté, j'ai déjà un peu répondu précédemment, mais ce qui m'intéresse vraiment dans le PE, comme l'évoquait Sébastien, c'est vraiment la recherche et la compréhension des investissements qui me manquaient un petit peu en M&A. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai voulu trouver en PE, vraiment avoir la main sur les entreprises sur lesquelles on travaille, plutôt que de n'être que dans une position de conseil avec des missions courtes et pour lesquelles on ne voit pas la finalité de l'investissement. Super, merci beaucoup à tous les deux. Un dernier mot pour vous dire que la semaine prochaine, le prochain épisode, l'épisode 6 de Rencontre de Trading New, nous passerons vers le conseil en stratégie. Nous recevrons Roland Berger. Donc, il y aura plusieurs consultants, 2 consultants, un junior, un senior, et la RH de Roland Berger, qui nous présenteront
le cabinet, l'émission en poste, les process de recrutement. Il y aura aussi une étude de cas corrigée en live. Donc, c'est même heure, même endroit, mercredi 26 octobre à 12h15. Donc, petit teasing, je ferai certainement un post LinkedIn demain pour que vous puissiez vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Il me reste à vous remercier chaleureusement, sincèrement, à Sébastien et Arthur pour le temps que vous nous avez accordé, ainsi que pour tous les conseils que vous avez donnés aux étudiants présents. Merci encore à vous deux. Merci à vous qui avez suivi ce webinaire et j'espère à très bientôt pour de nouveaux événements. Merci beaucoup, Guillaume. Passez une très bonne journée. Bonne journée. Et n'hésitez pas aussi à suivre la page LinkedIn de Training New pour ceux qui ne le font pas. On met beaucoup d'actualités, des deals, de l'actu du secteur. Et donc, ça sera toujours très utile pour vous qui voulez augmenter votre culture générale financière aussi, votre culture business. Voilà. Dernier mot. Merci à tous.